نريد لبنان ملتقى وفاق عربي. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Bientôt, la fin du cauchemar pour les femmes libanaises victimes de viol. La commission parlementaire de la justice donne son feu vert pour l'abrogation de l'article 522 du code pénal jugé favorable aux violeurs. Je suis optimiste et j'espère que le gouvernement sera formé avant la période des fêtes. Dixit Samir Jarjar, le leader des FL, reçu ce matin par le président Aoun au palais de Baabda. Le magazine Time a désigné ce mercredi Donald Trump, personnalité de l'année 2016. C'est un très très grand honneur, a réagi en direct à la télévision le milliardaire et mania de l'immobilier. La commission parlementaire de l'administration et de la justice réunie au Parlement ce matin. Objectif, examiner la proposition de loi visant à annuler l'article 522 du Code pénal. Le texte stipule entre autres qu'un violeur peut échapper à la condamnation s'il reconnaît son crime et épouse sa victime. L'ONG Abad s'est félicitée de la décision de la commission d'abroger l'article 522 du Code pénal. Félicitations aux femmes et aux jeunes filles libanaises, a écrit l'ONG sur sa page Facebook. Certains détails relatifs aux autres dispositions de la loi seront examinés mercredi prochain. Le chef des forces libanaises, Samir Jarjar, reçu par le président Aoun au palais de Baabda, une première depuis l'élection du leader aouniste à la magistrature suprême le 31 octobre dernier. Au menu des discussions, la formation du gouvernement et les tractations en cours pour tenter de dénouer l'impasse politique qui empêche la formation du cabinet. Tout le monde sait que le problème est politique, je suis optimiste et j'espère que le gouvernement sera formé avant la période des fêtes. Dixit Samir Jarjar. Les contacts concernant la formation du gouvernement se poursuivent et nous espérons que les résultats seront positifs. Ce sont les mots de Nabi Berri, le chef du Parlement, s'exprimait ce midi devant les députés de sa formation à Ain Tinné. Berri a par ailleurs indiqué qu'il était important qu'une nouvelle loi électorale soit adoptée, appelant, je cite, à enterrer celle de 1960. Les évêques maronites ont également appelé à la formation du gouvernement dans les plus brefs délais. Dans un communiqué publié à l'issue de leur réunion mensuelle à Pkarki, sous la présidence de Pshaharahi, les prélats ont toutefois exprimé leur inquiétude quant au retard dans la mise en place de la nouvelle équipe ministérielle. Le nouveau gouvernement devrait, selon eux, favoriser la confiance entre les différentes composantes du pays et lancer l'économie et réaliser un véritable partenariat. Les évêques ont enfin appelé à une entente sur une nouvelle loi électorale qui reflète la spécificité du Liban. Dans un tout autre registre, le Premier ministre désigné, Saad Hariri, a reçu ce matin l'ambassadeur de France au Liban, Emmanuel Bonne, à sa résidence au centre-ville de Beyrouth. Les deux hommes ont passé en revue les derniers développements au Liban et dans la région, notamment la formation du gouvernement, la crise en Syrie et ses répercussions au Liban. On écoute Emmanuel Bonne qui s'exprimait devant la presse à l'issue de la rencontre. J'ai rendu visite aujourd'hui au Premier ministre désigné, Saad Hariri, pour lui apporter le soutien de la France dans ses démarches pour former le gouvernement dès que possible. Comme vous le savez, la France est engagée aux côtés du Liban et veut que les institutions du Liban puissent fonctionner correctement de manière à aider le Liban autant qu'il est possible. Donc nous souhaitons que le gouvernement libanais soit formé dans les meilleurs délais possibles, de telle manière que, en effet, les institutions fonctionnent et que les amis du Liban puissent être avec lui et lui apporter toute l'aide dont il peut avoir besoin. J'ai donc apporté mon soutien et encouragé les efforts du président Saad Hariri. Merci. Dans la grande ville du nord de la Syrie, divisée en deux depuis 2012, la bataille s'accélère. L'armée syrienne affirme désormais tenir avec ses milices alliées les 3/4 des quartiers rebelles après une série d'avancées. C'est désormais, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, toute la vieille ville qui est contrôlée par les forces de Bachar el-Assad. Valériane Gauthier et Julien Cheïda nous en disent plus.
Des centaines d'habitants de la vieille ville d'Alep évacués par des soldats. Ils ont décidé de se rendre dans les quartiers contrôlés par le régime pour se mettre à l'abri. Face à l'avancée fulgurante des troupes loyalistes, l'exode des civils s'accélère. L'armée de Bachar al-Assad a désormais pris le contrôle de la totalité de la vieille ville. 3 semaines après le lancement de son offensive pour reconquérir l'ancienne capitale économique de Syrie, elle s'est emparée des 3/4 de la partie orientale aux mains des insurgés depuis 2012. La poche rebelle ne cesse de s'amenuiser. Pour l'appuyer dans cette bataille décisive, Damas peut compter sur ses alliés. Au sol, des miliciens venus du Liban et d'Iran. Dans les airs, l'aviation russe. Une reprise totale d'Alep signerait la plus importante victoire du régime de Bachar al-Assad dans ce conflit qui dure depuis près de 6 ans. L'armée gouvernementale affirme vouloir en finir avec la bataille d'Alep avant le 20 janvier, date de prise de fonction du prochain président américain Donald Trump. Après le veto opposé à l'ONU par Moscou et Pékin à une résolution demandant une trêve de 7 jours à Alep en Syrie, le président français François Hollande a critiqué ce mercredi l'obstruction systématique de la Russie. Une obstruction qui conforte le régime de Bachar el-Assad dans sa logique destructrice et qui atteint les populations civiles sans défense, dixit le chef de l'État. C'est la 6e fois que Moscou bloque ainsi une résolution du Conseil sur la Syrie depuis le début du conflit en mars 2011 et la 5e fois pour la Chine. Ils ont posé au grand complet pour sans doute la dernière photo du gouvernement du quinquennat François Hollande. Les 37 ministres et secrétaires d'État ont pris place dans la cour de l'Élysée ce mercredi matin, après le premier conseil des ministres de Bernard Cazeneuve en tant que chef du gouvernement. Johanna Citruc nous en dit plus. Bernard Cazeneuve raccompagné par François Hollande sur le perron de l'Élysée. Ce n'est pas la première fois qu'il participe au Conseil des ministres. En revanche, c'est la première fois qu'il s'y rend en tant que chef du gouvernement. À la sortie, il explique rapidement sa feuille de route pour les 5 mois à venir. Le nouveau Premier ministre veut un gouvernement loyal et au service des Français jusqu'à la présidentielle. Mais surtout, loin des enjeux de la primaire. Chacun était à sa tâche, chacun était concentré, chacun était dans le sens de l'État, la loyauté et la volonté jusqu'à la fin du quinquennat. Son objectif, poursuivre le travail effectué afin que la France réussisse dans la compétition internationale. De son côté, Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, a révélé que Bernard Cazeneuve prendra la parole mardi prochain devant l'Assemblée nationale. Un discours de politique générale destiné à préparer l'avenir. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info, Barack Obama a fait un bilan de la lutte antiterroriste aux États-Unis sur la base de Tampa en Floride. Le président sortant a défendu son bilan et sa stratégie, mettant en garde ceux qui promettent d'anéantir le terrorisme en un rien de temps. Une allusion très claire aux propos de campagne de son successeur Donald Trump, à qui s'adressait manifestement ce discours d'adieu. Olivier Boulan. Défendre sa méthode et son approche dans la lutte antiterroriste. Barack Obama était à la base aérienne MacDill en Floride, au CENTCOM, le siège du commandement des forces américaines au Moyen-Orient. C'est d'ici que sont supervisés les raids contre l'organisation de l'État islamique. L'organisation de l'État islamique a perdu la moitié de son territoire, le contrôle de grandes villes. Son idéologie est en train de mourir, son recrutement s'appauvrit. La campagne contre l'État islamique est implacable. Elle montre un changement dans la manière dont nous combattons le terrorisme dans le monde. Preuve d'une rupture nette avec les années Bush, Barack Obama a orchestré le retrait des troupes américaines d'Irak et d'Afghanistan. Le nombre de soldats présents dans ces pays est passé de 180 000 à 15 000 sous ses 2 mandats. Le président a aussi tenu à rappeler quelles étaient selon lui les valeurs américaines. Un message à son successeur à la Maison-Blanche, Donald Trump, qu'il s'est gardé de nommer. Nous avons interdit la torture partout et tout le temps. Cela comprend des pratiques comme le waterboarding. Personne ne m'a jamais indiqué que cela avait eu un effet néfaste sur la qualité de notre renseignement. Le waterboarding, cette méthode qui consiste à placer un tissu mouillé devant la bouche et le nez d'une personne pour simuler une noyade.
Durant sa campagne, Donald Trump s'est prononcé pour le rétablissement de cette pratique, mais sa position pourrait évoluer. Le milliardaire avait aussi proposé d'interdire l'accès au territoire américain à toute personne de confession musulmane. Barack Obama a donc mis en garde contre le danger des amalgames, en précisant que les djihadistes ne parlaient pas au nom de l'islam. Le magazine Time a désigné ce mercredi Donald Trump personnalité de l'année 2016. C'est un très grand honneur, a réagi en direct à la télévision le milliardaire et mania de l'immobilier. Le magazine américain décerne cette récompense depuis 1927. Les lauréats des années précédentes ont fréquemment été des personnalités politiques et dirigeants au pouvoir ou récemment élus. La chancelière allemande Angela Merkel avait été la personnalité de l'année 2015. Et à 9 jours de la fin officielle de son mandat, le président du Sénat brésilien, Renan Calheiros, refuse sa destitution. Il a été inculpé la semaine dernière par la Cour suprême pour détournement de fonds. Les explications de Serine Bey. Il a décidé de braver la décision de la Cour suprême. Renan Calheiros restera bien président du Sénat. Pour lui, sa suspension lundi par le tribunal suprême fédéral est injuste. J'estime qu'écarter du pouvoir le président du Sénat, par décision monocratique, à 9 jours de la fin de la session, avec un programme prédéfini par les présidents de groupe, j'estime qu'aucune démocratie ne mérite ça. Renan Calheiros est accusé entre autres de détournement de fonds publics. Il est visé par 12 procédures pénales pour des faits présumés de corruption. Ces derniers mois, il a pris la tête d'une fronde parlementaire pour manifester son désaccord avec les magistrats anticorruption en charge de l'affaire Petrobras. Mais le président du Sénat n'est pas la seule personnalité politique à s'être opposée à la Cour suprême. En mai dernier, alors qu'il était président de la Chambre des députés, Eduardo Cunha n'avait lui non plus pas tenu compte de la décision de la justice qui l'avait suspendu. Il était accusé d'avoir usé de ses fonctions pour empêcher l'avancée de l'enquête. Eduardo Cunha était donc resté en fonction, mais avait dû démissionner 2 mois plus tard, sur recommandation de la commission d'éthique du Parlement. Dans le reste d'actualité, les Ghanéens aux urnes ce 7 décembre pour élire leur nouveau président. Pour la course à la Flagstaff House, le palais présidentiel, 7 candidats sont en lice, dont l'actuel chef de l'État, John Dramani Mahama. Ce dernier est arrivé à la tête du pays en 2012 après la disparition de son prédécesseur, Jonathan Mills. Johanna Citruc nous en dit plus. Devant ce bureau de vote, les électeurs patientent pour glisser leur bulletin dans l'urne. Ce mercredi, quelques 15 millions de Ghanéens sont appelés à élire leur président. Le pays est souvent cité en exemple en Afrique pour son système démocratique. Et pour s'assurer du bon déroulement du scrutin, 400 observateurs internationaux et plusieurs milliers d'observateurs locaux ont été déployés. Nous voulons que les Ghanéens puissent savoir si ces élections se déroulent dans de bonnes conditions ou pas. Et si ce n'est pas le cas, nous le ferons savoir. Plus de 60 000 agents des forces de l'ordre sont présents aux alentours des bureaux de vote. Ces derniers jours, la campagne a été marquée par des violences. Dans la nuit de lundi à mardi, un militant du principal parti d'opposition a été tué dans des heurts avec des partisans du président sortant. Les 7 candidats en lice et leur soutien appellent au calme. Nous voulons continuer à profiter de la paix. Vote après vote, nous devons être capables de nous rassembler. Nous sommes tous Ghanéens, nous n'avons nulle part où aller en dehors du Ghana. Nous prêchons toujours la paix. Nous voulons que notre peuple vienne en masse pour voter pour notre président. Les Ghanéens attendent beaucoup de ce scrutin. Ils espèrent notamment que le prochain président sera capable de redresser la situation économique du pays. En 2013, la croissance du Ghana était de 7,3%. Cette année, elle ne devrait pas dépasser 3,5%. Au moins 97 personnes ont péri dans un puissant séisme qui a frappé ce mercredi la province indonésienne d'Aceh, à la pointe nord de l'île de Sumatra. Cette province a déjà été durement éprouvée en 2004 par un tsunami meurtrier. Olivier Boulanc. Des bâtiments effondrés et des blessés par dizaines. Ils ont été nombreux à être surpris par la secousse alors qu'ils dormaient. La terre a tremblé à 5 h du matin dans cette ville de l'ouest de l'Indonésie. L'épicentre du séisme se trouve à une dizaine de kilomètres de là, proche du village de Sili, au large des côtes de la province d'Aceh. D'une magnitude de 6,5, le tremblement de terre a été suivi par 5 répliques.
Sur place, les secours s'activent pour rechercher des personnes sous les décombres. Ce matin, j'ai appris qu'un séisme avait eu lieu. J'ai demandé à toutes les agences gouvernementales de prendre part aux opérations de secours qui sont organisées. Les hôpitaux de la région ont été pris d'assaut. Une catastrophe qui en rappelle une autre. Ici, le souvenir du tsunami de 2004 est encore bien présent. Il avait causé la mort de 170 000 personnes dans le pays. Un avion de la Pakistan International Airlines s'est écrasé avec à son bord 40 à 45 personnes. Le vol PK661 assurait une liaison intérieure pakistanaise quand il a disparu des écrans radars dans le nord du pays. L'avion volait entre la ville de Chitral et Islamabad, la capitale. Un porte-parole de la compagnie aérienne indique que l'avion transportait 37 passagers, mais le nombre des personnes qui formaient l'équipage n'est pas encore précisé. C'était il y a tout juste 75 ans, le 7 décembre 1941, une escadrille d'avions japonais attaquait la base américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique. Cet événement allait précipiter l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale. Plus de 2400 Américains furent tués à Pearl Harbor. Sur l'archipel d'Hawaï, lieu de l'attaque, on commémore aujourd'hui cette sombre page de l'histoire. À la fin du mois, Shinzo Abe sera le premier chef de gouvernement japonais à se rendre à Pearl Harbor officiellement pour rendre hommage aux victimes et envoyer un message de réconciliation entre les États-Unis et le Japon. Mais il n'a pas l'intention de demander pardon. Et voilà, c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Et c'est bientôt la fin du cauchemar pour les femmes libanaises victimes de viol. La commission parlementaire de la justice donne son feu vert pour l'abrogation de l'article 522 du Code pénal, jugé très favorable aux violeurs. Je suis optimiste et j'espère que le gouvernement sera formé avant la période des fêtes, d'Ixit Samir Jarjar, le leader des FL qui a été reçu ce matin par le président Hound au palais de Wabda. Et le magazine Time a désigné ce mercredi Donald Trump personnalité de l'année 2016. C'est un très très grand honneur, a réagi en direct à la télévision le milliardaire et mania de l'immobilier. Merci de votre attention. Skiz sur ces images de l'illumination du sapin de Noël, du Capitole à Washington et du Mannequin Challenge au sommet du Sydney Harbour Bridge, mettant en scène, attention, le Père Noël et ses lutins. À très bientôt. 2, 1.